Les amateurs de rock'n'roll, bonsoir. Bienvenue à mon podcast L'histoire du rock vue par. Ce soir, épisode Le Trash Metal vu par Audrey Metcalf. Audrey, bonsoir. Salut Serge. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci de m'avoir invité. On a parlé de musique, tout à le fun. Exact, tout à fait. Puis d'autant plus aujourd'hui, moi, je veux juste dire qu'on s'est connus. Toi, tu es entre autres recherchiste puis animatrice pour Ami Télé. Oui. Puis on s'est connus dans ce cadre-là. Puis au fil des conversations qu'on a eues, je me suis rendu compte que tu étais une solide fan de thrash metal. Oui. Fait que je me suis dit que moi, ça me prenait un épisode trash metal dans mon podcast L'Histoire du rock. Fait que qui de mieux que Audrey pour venir faire ça? Merci d'avoir accepté. En plus que tu débarques de la Rive-Nord pour venir à Chambly. Moi, j'ai juste pris 2 heures à m'en venir. Merci. Excuse-moi. Merci pour ça. Dans le fond, ma première question, je me demandais d'où ça sort, ton intérêt. Puis parle-nous un petit peu, justement, de ta passion pour le thrash metal. Bien, en fait, moi, j'ai tout le temps aimé ce qui était un peu, je vais dire, provocateur. Tu sais, moi, quand j'avais 10-11 ans, là, je voulais me marier avec Marilyn Manson. C'était vraiment ça, mes parents capotaient. T'as bien fait de ne pas le voir, je pense. Non, finalement, je te dirais qu'aujourd'hui, je regarde ça et je suis comme, c'était pas très simple, mais bon. Je l'aimais tellement, puis mon père a écouté beaucoup de Black Sabbath, mon père écoutait beaucoup de rock, du métal, le vieux métal, là, c'est ça, Deep Purple, tu sais, les origines. Ouais. Et j'ai grandi avec ça, puis j'ai toujours aimé ce qui était, c'est ça, différent. Fait que, tu sais, j'allais pas vers les Backstreet Boys comme les filles de mon âge, mettons. Et un coup ado, mais ça s'est prononcé, c'est devenu encore plus prononcé. Puis là, c'est là que j'ai été beaucoup plus attirée par ce qui était vraiment heavy, mais heavy qu'on comprend les paroles. Tu sais, pas du death metal, mais vraiment le trash. Je trouve que ça défoule. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans. Puis je trouvais très beau Dave Mustaine. Fait que c'est ça qui m'a attirée vers Megadeth, pour être honnête. Là. Fait que ça a commencé de même. Cool. D'ailleurs, je pense que tu partages ta passion pour le heavy et le thrash metal avec ton conjoint, ton chum. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui nous a unis beaucoup. Moi, quand je l'ai rencontré la première fois, c'était à l'école. On était au secondaire. J'étais en secondaire 5, il était en secondaire 4. Puis je le voyais, là, tu sais, il passait dans les corridors, puis là, j'étais comme, oh my God, il est tellement beau, ce gars-là. Mais tu sais, c'était un grand, les cheveux longs, les chandails de Ben, de Perfecto de cuir, les bottes 18 trous, tu sais, c'était vraiment ça. Puis je me doutais, évidemment, qu'on aimait la même musique. Yeah, ouais. Fait que ça a fait en sorte que quand on s'est rencontrés, on a parlé tout de suite de ça. Puis ça fait 21 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, puis... je te dirais qu'en 21 ans... On avait vu des shows en tabarouette. Là. Tabarouette. Pour vrai, là, je ne sais pas c'est quoi le compte, là, mais c'est... pas juste à Montréal. Là, non. On va à New York, on va à Boston, on va à Toronto, on va à Québec. On se déplace, puis des fois, on va voir le même show 2 fois, tu sais, comme on est un peu freak là, là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous unit beaucoup, puis qui est encore très présent à la musique, et surtout le métal. Cool, c'est bon. Ça va être un bel épisode. On va justement l'embrayer dans le vif du sujet. Dans le fond, le thrash metal, il y a le Big Four dans le thrash metal. Il y a Metallica, il y a Megadeth, il y a Slayer, puis il y a Anthrax. Toi, tu as une préférence pour, je vais te laisser le dire. Oui, Megadeth, 100%. C'est Megadeth, ton band. Puis Dave Mustaine, tu l'as dit tantôt, tu le trouvais bien cute. Qui faisait partie de Metallica, mais on va revenir à Metallica. Moi qui est mon band, j'avoue que les autres, c'est moins ma tasse de thé. Je suis pas très dans le thrash metal, sauf Metallica. Mais on va se regarder pour la fin. Fait que je t'embrayerai dans le fond sur Megadeth. Parle-nous un peu là, de ce band là, qui est né quand même assez rapidement là, dans les débuts de Metallica. Là. Oui, parce que, bon, pour ceux qui sont pas au courant du lien là, avec Metallica, en fait, c'est que Dave Mustaine était le guitariste de Metallica dans les débuts. Ouais. Avant Kirk Hammett. Avant Kirk Hammett, exactement. Ouais. Et ça marchait pas du tout avec le groupe. De ce qu'on en sait, il consommait beaucoup Dave Mustaine. Ouais. C'était très problématique. Puis à un moment donné, pendant une tournée, ils l'ont carrément droppé là. Ils l'ont réveillé un matin dans le truck. Là, puis c'était comme, c'est terminé, tu sors, tu t'en vas. Ouais. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a de l'amertume pour ça. Il le dit moins aujourd'hui, mais c'est clair. Longtemps, ça a été... mon Dieu, il leur en a tellement voulu. Puis lui, c'est ce qui l'a motivé à partir de Megadeth de se dire on va vous montrer. C'est ça. Moi, me le faire, mon Ben. Puis je vais, clairement que c'est quelqu'un... Puis il a réussi.
Puis il a réussi solide, là. Ouais. Mais tu sais, Dave Mustaine, c'est quelqu'un qui... puis je l'aime vraiment beaucoup. Mais je suis capable de dire qu'il a un gros ego. Mm-hmm. Il me semble être quelqu'un d'assez quand même chiant, tu sais. Fait que ça m'étonne pas que... Lui, il voulait plus de place, c'est sûr. Oui, fait qu'en quelque part, oui. je me dis... Ça y a servi de faire Megadeth parce que là, il chante. Tu sais, il n'aurait pas chanté dans Metallica. Il n'aurait pas eu la place. James, il n'aurait pas laissé la place. Non, tu sais. Fait que c'est correct. Puis c'est sûr que ça n'a jamais été aussi big que Metallica est devenu. Mais ça marche super bien, Megadeth, tu sais. Fait que... oui. Et de là, ben c'est ça, il a débuté. Il y a eu beaucoup de chicanes aussi parce que avec le premier album de Metallica, Kill 'Em All, il y avait des chansons que Dave avait écrites. Exact. Fait que là, Dave a repris, il a sorti son premier album de Megadeth, Killing Is My Business and Business Is Good, en 85. Ouais. Et sur cet album-là, il y a une chanson qui s'appelle The Mechanics, qui est The Forceman, c'est ça, sa version exact. à lui. Sa version à lui qui dit que c'est l'original. Ouais. Donc, il a parti le band avec cet album-là. Ouais. Puis, s'en est suivi une panoplie d'autres. Puis, moi, je pense que le gros album qui a vraiment plus mis Megadeth sur la map, c'est Peace Sells, But Who's Buying en 86. Ouais. Moi, Grosse c'est pas année. mon préf. Là. OK. Toi, c'est quel ton préf? Moi, c'est Rust in Peace. OK. Qui est sorti en 90. Moi, c'est vraiment plus les années 90 qui est mon bag là, de Megadeth. Là. OK. Parce que Countdown aussi, Countdown to Extinction en 92, Ouais, ça, je connais. Euthanasia en 94. Pour moi, c'est vraiment des albums très forts. Puis The System Has Failed, qui est sorti en 2004, qui est un de mes albums préférés, je te dirais, de Megadeth. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment comme... Les années 90, début 2000, c'est comme mon Megadeth préféré. C'est-tu à cette époque-là, dans les années 90, tu as commencé à aller les voir en show? Ou c'est plus tard? Ça a été long parce que moi, dans le fond, j'ai découvert Megadeth un peu avant The System Has Failed. Tu sais, genre 2000-2001. OK. C'est là que j'ai découvert Megadeth avec la chanson Trust. Ouais. Qui était que je trouvais donc bonne, puis que je trouvais Dave donc beau, puis tout ça. Et à ce moment-là, j'étais pas avec mon chum d'aujourd'hui, j'étais avec mon premier chum, j'avais comme 15-16 ans. OK. Puis là, j'ai commencé à embarquer là-dedans. Puis là, je me suis mis à écouter, le plus vieux, tu sais, avant ça, de Megadeth. Parce que reste que moi, en 90, j'avais 4 ans. Ouais, c'est ça. Là. C'est vrai que j'aurais bien voulu y aller. Faut placer les choses. Là. C'est ça. Je connaissais pas ton âge, là, je viens de le savoir. Ouais, là, j'ai 38, fait que c'est sûr que... C'est Mais c'est juste que moi, je vis tellement dans le passé par rapport à la musique. Tu sais, j'écoute pas la radio aujourd'hui, je connais pas ce qui se fait. Ouais. J'écoute juste des vieilles affaires, fait que j'aurais donc aimé ça être là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression, puis j'ai tellement vu de spectacles, j'ai été chanceuse parce que les artistes que j'aime ont continue. roulé longtemps, tu sais. Exact, puis ils roulent encore. Là. Mais j'ai pas vu dans les années 90. Mais j'ai vu Megadeth pour la première fois en 2003, quand je même, crois. hein? C'est C'est sorti ça. en 2003, ouais. 2003-2004, OK. au Metropolis. OK. J'adore Au la Spectrum, salle. je sais plus. Je sais comme plus, là, une de ces deux salles-là à Montréal. Puis j'ai capoté. Puis du moment que je les ai vus live, j'ai encore plus aimé ça. Puis c'est devenu une obsession. Là. Dave Mustaine, il aimait l'équipe de hockey des Coyotes là, d'Arizona parce qu'il habitait là. Je me suis mis à triper ces Coyotes, j'aime même pas le hockey, tu sais. Te dire comment... Ouais, c'est intense. Ouais, c'est ça, c'était un peu fou, là, dans ce T'es-tu temps. mis à boire de la bière Unibroue quand il a fait... Non, je suis pas allée jusque-là, j'aime pas la bière. J'ai OK. essayé de l'aimer, puis je l'achète à mon chum en place. Fait Spécial, que, cette histoire-là. Hein? Il y a un lien avec Chambly, dans le fond. On est à Chambly, là, ceux qui ne le savent pas. Ouais. Puis, dans le fond, Unibrew, c'est une compagnie de Chambly. Puis, je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Un des brasseurs a eu un contact avec Dave Mustaine. Ouais, puis, il y a une ouais. bière qui est sortie de cette La bière à tout le monde. Oui, à tout le monde, qui est sa C'est fameuse une- chanson. Puis donc, il y a 2 bières qui ont sorti de ça. Là. Oui. Tu n'aimes pas la bière, mais Non. à tout le monde, Oui. qui est une chanson, dans le fond, qui a eu disons, un mauvais sort, un curse dessus. Hein. C'est la fameuse chanson que le tueur de Dawson écoutait à répétition avant de rentrer pour tirer. Exact. On l'a échappé belle cette fois-là, parce qu'il aurait pu tuer beaucoup plus de monde que Oui, ça. tout Nous, à fait. été du policier qui est rentré rapidement. Mais bref, ça a mis comme une espèce d'aura négatif sur cette automne-là. Fait que je pense qu'il a voulu faire ça, lui, au Québec, pour changer un peu cette atmosphère-là, je pense. Puis il y a une autre bière aussi que... Oui, saison 13, Ok. qui est, j'imagine, relié avec l'album 13, parce que Megadeth a un album qui s'appelle 13, qui est quand même récent, puis c'est la bière la plus récente. OK. Fait que je sais pas si c'est vraiment... Ben, c'est sûr que c'est relié, en fait. Là.
Et ouais, fait que c'est les deux bières que moi, je connais pas parce que j'aime pas la bière, mais que mon chum achète. Moi, j'ai goûté à la première, là. J'ai pas goûté encore. Là. Moi, je suis un fan des bières d'Unibroue, là. Mais, oui, apparemment que c'est des bonnes bières, Unibroue. Oui, tout à fait, pour ceux qui aiment la bière. Mais ouais, c'est ça, exact. Mais oui, j'imagine que... Mais, puisqu'il y a des vins aussi maintenant. Ah ouais? Dave Mustaine, ouais, House of Mustaine, qui est une... dans le fond, il y a son vignoble et tout, puis ils font... ça marche super bien, apparemment. Là, c'est un entrepreneur, là, Dave. Ouais, quand même, ça va bien, ces affaires. Tout là, à fait. Mais oui, fait que c'est ça, il fait beaucoup de choses. Puis ta passion sur Megadeth, à part le fait que tu le trouvais bien beau, puis c'est comme musicalement, dans le fond, toi, c'est moi, vraiment ça ton style. Ah ouais, ça vient vraiment me chercher du Megadeth. J'aime beaucoup... J'ai vraiment, là, ça s'explique comme pas. Non, ça me donne une énergie. Mm-hmm. J'en écoute dans mon auto. Moi, le métal, c'est dans mon char, j'écoute ça. Ouais. Aujourd'hui, là, à 38 ans, ou, tu sais, mettons, je suis chez nous, puis on se fait à souper, je veux pas écouter du métal. Ça me donne mal à la tête. On dirait, plus je vieillis, plus j'ai des moments pour écouter ma musique. Oui, je comprends. C'est la même chose pour moi. Char, ça me donne une énergie qui s'explique pas. Avant d'aller travailler, là. Ah ouais, complètement. Puis plein de musiques différentes, mais c'est-à-dire plein de groupes différents, métal, mais Megadeth, c'est... Il y a un côté maintenant aussi qui est nostalgique pour moi quand j'écoute ça, parce que ça fait quand même 25 ans peut-être que j'en écoute. Ouais. Ce qui est pas si long, parce que j'ai commencé à écouter du métal bien avant ça, mais j'ai découvert Megadeth, je vais dire sur le tard, parce que j'avais comme 15 ans, mais c'est devenu tellement obsessif, je me suis mis à tellement triper, puis par contre, les albums passés 2004, c'est moins ça. Ouais, j'ai un peu décroché, je te dirais, sur les nouveaux albums. Ouais. Mais j'écoute encore les plus vieux. Puis, tu sais, Tornado of Souls, qui est une tune sur Rust in Peace. Cette chanson-là, elle vient me pogner d'un trip. La voix à Dave Mustaine, qu'il y en a beaucoup qui se moquent de cette voix-là, mais moi, je l'aime. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Je sais pas, c'est comme... un feeling. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça la musique, hein, tu sais, tout à fait. C'est comme des émotions. Ça s'explique pas toujours. Ouais, c'est ça, exact. Mais vraiment, non, Megadeth, ça m'entraîne beaucoup, tu sais, j'aime ça. À découvrir. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais pas si c'est vrai, on pourrait passer dans le fond à... Veux-tu parler d'Anthrax ou Slayer en premier? Je pense que t'aimes mieux Anthrax, toi. Hein? Ouais, je préfère Anthrax. Je trouve... Slayer, j'aime Slayer. J'ai vu en show une couple de fois. Je trouve que c'est une petite affaire trop élevée. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je trouve, mais bon, ça, chacun ses goûts. Là. À un moment donné, c'est correct à petite dose, puis à un moment donné, à la fin d'un show, je sors tout le temps un peu comme Anthrax aussi, par contre, mais mon chum aime beaucoup Anthrax. Ça a fait en sorte que j'ai appris à les aimer. Parce que moi, d'emblée, au secondaire, c'était pas un band qui venait me chercher. Et au fil du temps, j'ai découvert Anthrax, puis j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup... Anthrax a eu 2 chanteurs. Dans le fond, ils ont commencé avec Joey Belladonna. Moi, j'ai connu, c'est ça, dans les années 80. Là, ils ont sorti, c'est ça. Toutes ces bandes-là ont commencé dans les années 80. Exactement. Anthrax a été fondé en 81, comme Slayer. Les 2 bands ont été fondés en 81, comme Pantera, comme plusieurs groupes, finalement. Et c'est ça, Anthrax, dans le fond, ont débuté avec Joey Belladonna. Ensuite, il y a John Bush qui est arrivé plus tard, là, dans les années 90. John Bush a quitté et Joey Belladonna est revenu. Fait que là, Anthrax est maintenant avec son chanteur d'origine. Fondateur, OK. Puis, moi, j'ai bien aimé John Bush. Je te dirais que les albums avec John Bush, je les préfère. OK. Par contre, j'aime quand même, tu sais, j'ai pas vu en show avec John Bush, là. Puis j'aime beaucoup Joey Belladonna. J'aime beaucoup Scott Ian, qui est comme le guitariste, je dirais, pas mal le principal du groupe, tant qu'à moi. Là. Je les aime bien gros, ces gars-là, au niveau humain aussi. Tu sais, j'ai vu des entrevues avec eux, j'y suis sur Instagram. Je trouve que c'est du monde vrai, c'est du monde... ouais, exactement. Ils ont pas l'air chiants, pas en tout, ils ont l'air cool. Fait que, tu sais, les gars, à la base, je les aime bien. Ouais. La musique, je l'aime aussi beaucoup. Anthrax, leur album qui les a comme vraiment mis sur la map puis qui a marché le plus, c'est Among the Living en 87. Ouais, c'est ça. C'est dans ce temps-là, j'écoutais ça un peu. En fait, j'avais un de mes amis, cousin Luc, pour le nommer, salut, en passant. Lui, il trippait beaucoup, puis j'écoutais ça. Mais je trouvais, à l'époque, comparativement à Metallica, par exemple, que Anthrax avait un petit côté humoristique. T'sais. Metallica, c'était tout le temps très sérieux. Oui, c'était tout le temps... Alors qu'Anthrax, c'est ça déconnait un peu. Puis ça, j'appréciais ça, de cette bande. Juste leur
logo là, à Anthrax, c'est-à-dire leur bonhomme, je vais dire leur mascotte, qui est un peu comme le Eddie de Iron Maiden, de Not Man. Oui, c'est vrai. Une joke, ce bonhomme-là. Il est comme un cul. Puis, excuse-moi, j'ai oublié qu'il y avait des micros. C'est correct. Mais c'est un peu une joke, ce bonhomme-là. Là, je veux dire, mon chum, il veut se le faire tatouer, puis je suis comme, non. Non. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu vois qu'ils sont plus... Mais ils se prennent pas au sérieux. Non, c'est ça. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans le Anthrax. Exactement. Moi aussi, vraiment, c'est comme ça que je les perçois. Puis c'est ça. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Puis qui peut avoir des chansons vraiment heavy, là. Ben, c'est-à-dire pas heavy, rapide. Mm-hmm. Comme il y a des chansons un peu plus mélodiques, un petit peu plus, je veux pas dire pop, là, mais tu sais, plus accessibles. Oui, exact. Moi, c'est ce que je trouvais dans les années 80. Là, j'ai pas connu une track dans les années 90, mais je trouvais que par rapport, exemple, encore une fois, à Metallica, mettons, c'était plus smooth, je veux dire, ce mot-là. Là. Oui. Puis, mais bon, toi, tu me faisais remarquer que c'est dans les années 90, puis en show live, ça déménage solide, une track. Oui, exactement. C'est moins lourd que Slayer en show. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme plus... Mais ça, c'est quand même... Tu sais, moi, je me tiens pas en avant dans un show d'Anthrax parce que ça brasse pas à peu près. Le mosh pit, ça déménage. Oui, vraiment. Fait que t'as pas intérêt... tu sais, moi, je me tiens loin. Je comprends. Mais c'est quand même super bon en show. Ils sont le fun à voir. Tu sais, Slayer, je trouve que... Je sais pas pourquoi je compare, dans le fond. C'est comme c'est le Big Four, dans le fond. Oui, c'est un peu normal qu'on les compare les uns les autres. Là. Puis, tu sais, je considère, mettons qu'on parle du Big Four, là, pour moi, et c'est peut-être juste parce que je capote trop sur Megadeth, mais pour moi, t'as Metallica, Megadeth, puis t'as Anthrax, Slayer, parce que moi, dans ma perception à moi, Slayer puis Anthrax, c'est moins big. Mais en fait, non, parce que dans l'ordre qui passait au Big Four, si je me trompe pas, c'était Anthrax, Megadeth, Slayer, Metallica. OK. Donc, Slayer est comme, plus je gros pense, plus gros que Megadeth. Okay. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui est complètement omnibulé par Megadeth puis qui s'imagine que c'est beaucoup plus big que c'est. Mais quand même, tu sais, je pense, pour moi, c'est ça. Slayer, Anthrax, c'est comme quelque chose. Parce que Megadeth va se rapprocher beaucoup plus de Metallica. Oui, exact. Surtout au début. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Musicalement, alors qu'Anthrax puis Slayer, peut-être, se comparent plus, mais c'est quand même différent, mais bon. Fait que c'est ça. Anthrax, qui continue encore, qui tourne beaucoup. Donc, c'est ça. Ces groupes-là, on parle d'Anthrax, mais l'ensemble de ces bandes-là, du Big Four, roule encore aujourd'hui. Et pour la plupart, c'est les membres originaux, ou à peu près. En tout cas, pour Anthrax, c'est pas mal le band qui était là au milieu des années 80. Là. Oui, c'est ça. Ce qu'on a connu, au début d'Anthrax, c'était pas Joey Belladonna le chanteur, c'était Neil Turbin, mais comme il était là 2 ans. Joey Belladonna est arrivé en 84, Charlie Benante est arrivé en 83, il est encore là. Donc, c'est sensiblement les mêmes, c'est ça, exact. Ceux qu'on connaît, Scott Ian qui est là depuis le début, oui, ça n'a pas tant bougé. Il y a Megadeth qui a bougé beaucoup, je te dirais. Ouais, ben okay. Megadeth, il faut voir ça comme... Megadeth, c'est Dave Mustaine. C'est le Ben à Dave. C'est ça. C'est Dave Mustaine et son Ben. C'est ça. Parce que ça bouge constamment, mais dans le fond, je me dis, c'est vraiment lui, le groupe. Mais les autres groupes... si on arrive, mettons, à Slayer, que moi, je connais un peu moins. Ceux qui aiment Slayer, ils les aiment en tabarouette. J'en connais. J'ai des amis, là, c'est Slayer, c'est quelque chose. Moi, Slayer, je trouvais ça, comme tu as dit tantôt, une petite coche un peu trop élevée pour moi. Puis aussi, tout le côté satanique, macabre, sont intenses là, dans les pochettes. Puis, j'haïs pas ça, mais je trouvais qu'eux autres, ils beurraient épais. Là, oui, ils vont loin dans la provocation. Oui, exact. Moi, j'haïs pas ça. C'est tout le temps, ça vient toujours me chercher. Plus c'est provocateur, plus j'aime ça. Mais oui, c'est quand même élevé. Et puis moi, je les vois pas comme des gens sympathiques. Tu sais, Kerry King, qui est le guitariste, moi, je le vois pas comme... c'est ça, guitariste, puis... Guitariste, excuse-moi. Kerry King, qui est le guitariste, qui est comme, à mon avis, un des plus connus aussi du groupe, là. Il a l'air zéro sympathique. Puis, je sais qu'il s'est chicané avec plein de monde dans le milieu, de ce qu'on entend, évidemment. Fait que, tu sais, moi, puis je les ai vus en show, puis je te dirais que c'est ça, c'est moins...
c'est par opposition à ce que tu disais sur Anthrax tantôt, oui, c'est le contraire. C'est ça, là, exactement. Ouais. C'est le feeling que ça me donne. Mais, ouais, donc Slayer, quand même, qui est un gros groupe, qui roule, c'est-à-dire, ils ont arrêté dans les dernières années. Et là, on vient tout juste d'apprendre, il y a quelques mois, qu'ils revenaient. Donc, ils se reformaient. Ça a été une grosse nouvelle, là, parce que ils ont annoncé... En fait, ils ont annoncé un show il y a quelques mois. Là, je ne sais pas s'ils en ont annoncé d'autres depuis, mais ils ont annoncé un festival qu'ils allaient faire. Et là, tout le monde a fait « Oh my God, Slayer revient! » Parce qu'on pensait que c'était mort. Puis, honnêtement, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils se sont pognés. Ils ont tout à l'heure de se pogner, ce groupe-là. Fait que, je sais pas, mais bref, ils ont annoncé un show. Fait que c'est pas mort, c'est pas fini. C'est à suivre, c'est ça. D'accord. Puis Slayer, qui a été aussi formé en 81, qui a eu son album qui les a fait... qui les a rendus le plus connus. J'ai mis ça à la map, on va dire. C'est ça, exactement. Toujours en 86. Toujours en 86. La grosse année, on va dire que exactement, notre grosse année. Et c'est l'album Rain in Blood. Ouais, c'est ça. Et à ne pas confondre avec la chanson Raining Blood. Qui est sur le même titre. Qui est sur l'album. Ouais, exact. Il y a beaucoup de monde qui se trompe entre les deux, là, mais tu sais, l'album, c'est Rain in Blood. C'est ça. Ben, pour des Québécois, tu sais, qui parlent... Oui, c'est ça. Dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, donc ça se ressemble. Ben, c'est voulu que ça se ressemble. Il y a clairement un lien, là, mais c'est pas la même chose. Mais l'album Rain in Blood... Mais les deux, c'est très joyeux. Ça fait référence à ce que je disais tantôt. Là, c'est ça. C'est hyper épais dans le... Mais tu sais, c'est ça. Ça va avec... C'est le concept du band. Ils ont une tune qui s'appelle Dead Skin Mask. Je veux dire, c'est tout le temps des titres, c'est comme bang! Ça provoque. C'est ça, exactement. Mais cet album-là, ça a été vraiment ça. Là. Moi, je me souviens au secondaire, c'est l'album qu'on écoutait, puis... C'était donc, tu sais... la grosse affaire. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'imagine pas quand c'est sorti en 86 comment ça a dû marcher fort. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais des chums qui écoutaient ça. Là, tabarouette. Moi, j'étais dans ma passe rock progressif. Là, je me disais que je trouvais ça intense pas mal. Mais bon, dans le fond, ces 4 groupes-là aussi, on l'a pas dit, mais ils viennent tous de la Californie. Oui. Hein, le thrash metal est vraiment de là. Dans le fond, le thème aussi, thrash metal, c'est encore là, c'est un animateur de radio qui a dit de Metallica qui faisait du thrash metal. James Hetfield avait dit à l'époque, moi, je considérais qu'on faisait du speed metal, mais on a adopté ce nom-là à partir de ce moment-là. Là, on est en 81. Là, excuse, en 83, à la sortie de Kill 'Em All. Mais enfin, bref. Mais avant de continuer ou d'embrayer sur Metallica, dans le fond, un band aussi que tu aimes beaucoup, qui est pas nécessairement, qui fait pas partie du Big Four, mais qui est pas non plus nécessairement dans le thrash metal, quoi, qui est pas non plus... c'est dur à qualifier, mais c'est Pantera. Toi, c'est un band que tu aimes beaucoup. Là? Oui, j'aime beaucoup Pantera. Puis moi, c'est un groupe que je pensais pas voir en show dans ma vie, évidemment, parce que... Vu ce qui est arrivé. C'est ça, exactement. Vu 2 membres qui sont décédés... tragiquement. Tragiquement, exactement. Puis on pensait vraiment que c'était comme terminé. Et le groupe, c'est, je vais dire reformé, là, mais les fans finis de Pantera vont me dire que c'est pas vrai, puis que c'est comme... Il y en a plein qui disent que c'est un hommage à Pantera, parce que, bon, c'est pas les membres qu'on connaît. Les 2 frères là, qui sont morts. C'est ça, exactement. Dimebag, Darrell et Vinnie Paul. Ben, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 1 an et demi, 2 ans déjà, peut-être, à peu près 2 ans, qu'ils ont annoncé qu'ils revenaient... Peut-être plus, en tout cas, je ne veux pas me tromper, mais il y a quelques années, bref. Et il faisait la première partie de Metallica sur une grosse tournée de Metallica là, qu'il y a eu récemment, que j'ai vue. Oui, tu es allé voir à New York, à New Jersey. Oui, exactement, au MetLife Stadium. Les 2 shows, dans le fond, back-à-back. Là. Ici, c'est au Stade olympique. Ils ont fait 2 soirs avec 2 line-up différents. Exact. Et avec 2 groupes, 2 premières parties différentes aussi. Oui. Il y avait un de ces soirs-là, c'était Pantera qui ouvrait, effectivement. C'est ça. Ouais. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God! » Faut y aller. Wow, OK, c'est notre occasion. Puis ça reste que moi, j'aime beaucoup... Tu sais, là, c'est Zakk Wylde à la guitare. Et Charlie Benante d'Anthrax, le drummer d'Anthrax, qui est au drum. Donc, Anthrax, évidemment, avait pas de tournée pendant ce temps-là. Et Charlie Benante a embarqué avec Pantera. Fait que moi, je trouvais que c'était vraiment le fun comme nouvelle formation de Pantera. Fait que wow, tu sais, j'ai pu les voir en show. Pour moi, c'est quelque chose de gros, là, parce que je pensais jamais que ça arriverait. Et Pantera a aussi été fondé en 81, donc comme Slayer, comme Anthrax, comme plein de groupes, comme la plupart, exact. Et mais au début, il faisait un style
plutôt dans le glam rock, hein, plus à la Bon Jovi un peu, là. Ouais, ils ont switché. Parce que, tu sais, ça reste qu'eux autres, leur premier, je vais dire, gros album, là, qui a comme bien marché au niveau du métal, c'est Cowboys for Hell en 90. Ouais. Et le groupe a commencé en 81, donc il y a quand même un gap. Ouais, il y a eu plusieurs albums un peu dans un autre style totalement de qu'est-ce qu'ils ont mis sur la map, là. Puis en 92, ils ont sorti Vulgar Display of Power qui a marché, qui a été là. À mon avis, c'est le plus gros album de Pantera. Et ça a marché tellement fort qu'il y avait des attentes énormes pour le prochain album qui est sorti en 94, qui est Far Beyond Driven. Et cet album-là est le seul album qui a atteint la position numéro 1 au Billboard. En métal, c'est le seul album métal qui est arrivé en première position. Exactement. C'est fou, là. Parce qu'il était tellement attendu, cet album-là. Ouais. Donc, c'est quand même gros, là, tu sais. Fait que c'est les 3 albums forts, je dirais, là, de Pantera. Puis, c'était super bon, le show, là, tu sais. C'était comme... J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé par contre, que c'était pas des stades qui rendaient justice, c'est-à-dire que c'était des gros stades pour Metallica, conçus, faits pour la tournée de Metallica. Mm-hmm. Pour moi, Pantera, ce n'est pas une première partie. Ça devrait être un headline, ça devrait pas une première... Puis pas dans un contexte comme celui-là. Pas dans ce contexte-là. Tu sais, moi, quand je suis allée au MetLife, le MetLife Stadium, là, c'est immense. Hein? C'est tout ouvert. C'est pas comme le Centre Bell. C'est tout ouvert. C'est un stade de football de 80 000 personnes. C'est complètement gigantesque. Fait que, tu sais, quand... En plein été, Pantera débute à, mettons, 6h30. On s'entend qu'il fait pas noir. C'est ça. Moi, ça, là, j'avais de la peine pour eux parce que j'étais comme, ben voyons, on dirait une répétition. On dirait une générale, ça n'a pas rapport. Je comprends. Fait que, tu sais, les éclairages, t'es as pas. Fait que ça m'a un petit peu... Puis j'ai un ami qui est un fan fini de Pantera. On lui dit qu'il y a une maladie mentale, là, tellement que c'est fou son affaire. Là. Il accumule, il y a une collection, il pourrait faire un musée chez eux de trucs de Pantera. Et lui, il est allé les voir comme partout où il pouvait. Puis ils ont fait aussi une tournée, pas juste avec Metallica, là, avec... je pense que c'était avec Lamb of God, en tout cas. Où c'était eux, tu sais, le gros gang. Puis il m'a dit, c'est incomparable. Tu sais, quand c'est leur show à eux, c'était comme... Puis là, je me suis dit, merde, j'aurais dû aller voir ça. Mais je les ai vus pareil, puis ça reste que c'était quand même très bon. T'sais. Mais tu disais aussi tantôt, pour les puristes, là, les plus vieux qui les suivent depuis très, très longtemps, c'est un peu difficile d'accepter que les 2 frères sont plus là. Puis, tu sais, moi, je les connais pas beaucoup, mais j'ai lu un peu pour me documenter pour l'épisode. Le chanteur aussi, à un moment donné, le premier des 2 frères, il s'est fait assassiner sur le stage. Le deuxième frère, il était pas très content du chanteur. Tu sais, il y a toute une histoire un peu spéciale autour de ça. Fait qu'aujourd'hui, les puristes, là, je sais pas, comme tu dis tantôt, c'est comme un groupe hommage plus que d'autres choses. C'est ce qu'ils disent. Puis ça reste que Phil Anselmo, le chanteur, chante plus pareil. La plupart de ces groupes-là, ils vieillissent, sont downtunés, ils jouent plus de la même façon. Puis bon, tout est adapté pour la voix qui est en train de changer. À part, mettons, un Bruce Dickinson qui chante encore comme... De Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden. On va y venir. Qui chante encore comme comme avant. Ça n'a pas de bon sens fou, là. À quel point il chante bien. Exact. Ou, tu sais, un Dio, Ronnie James Dio qui est décédé, mais qui chantait super bien. Ça reste que Phil Anselmo, qui a probablement une vie assez mouvementée, je te dirais. C'est ce qu'il semble. Sa voix est affectée. Fait que, tu sais, une chanson comme Cemetery Gates, qui est un des gros hits de Pantera, il a fait plus. En show, il est pas capable. C'est ça. Fait que là, on avait droit à une version, l'espèce de version studio qu'ils font jouer avec des images hommages à Dimebag Darrell puis Vinnie Pop. Pendant le show, là. Oui, pendant le show, tu sais, en plein milieu du show. Fait que c'est cute, mais c'est un petit peu, tu sais, tu fais comment? Comme tu dis, c'est bien dommage. Hein. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ce que ça fait, tu sais. Fait que moi, j'essayais de me dire, ouais, mais c'est Zakk Wylde puis Charlie Benante, fait que je suis bien contente. Mais ça reste que c'est ça. Comme tu dis, les puristes, là, je pense qu'il y en a qui ont été déçus, mais en même temps, c'est la dernière occasion de les voir probablement. Fait que, exact. Ben super, Pantera. Écoute, peut-être, dans le fond, on va revenir sur Metallica. Si je fais c'est ça, tu nous as parlé des années, hein, des fondations de ces bandes-là. Là, on peut dire le premier de la gang, qui est devenu le plus gros, c'est Metallica. Formé par Lars Ulrich à la batterie, James Hetfield au chant et à la guitare, et tu l'as dit tantôt avec Dave Mustaine aussi, au départ.
Puis il y avait un autre bassiste aussi au départ. Ça a été Cliff Burton, mais il y en a eu un autre avant Cliff. Ah, je savais pas ça. Durant les préparations pour Kill 'Em All. Cliff est arrivé quand même assez rapidement. Mais ils se sont formés à Los Angeles en 81. Puis ils ont joué ensemble. Mais le premier disque, Kill 'Em All, justement, qui ne devait pas s'appeler comme ça. J'imagine que tu savais que... puis il y avait une pochette qui allait avec ça, qu'on a tous vu. Là. Moi, je me souviens l'avoir vu. La pochette, c'est le fameux... le titre, c'était « Metal Up Your Ass ». Oui. Puis c'était une bolle de toilette avec une main qui tenait un poignard qui sortait du trou de la bolle. Puis la compagnie de disques a comme backé, là, ils n'ont pas voulu sortir ça. On n'est pas étonnés. Fait qu'ils ont finalement Kill 'Em All, qui n'est pas nécessairement c'est ça, mieux, avec un marteau et du sang, là, c'est ça qu'on voit sur la pochette. Là. Mais bref, comme tu as dit tantôt, Dave, il était là, puis il est parti un peu avant l'apparition du disque. Il a été remplacé par Kirk Hammett, qui venait, lui, de Exodus, un autre gros band de cette époque-là. Puis, c'est ça, Kill 'Em All en 83, suivi de Ride the Lightning, que j'aime beaucoup, en 84. Excellent album. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Kill 'Em All, il est vraiment très, très bon aussi. Je réécoutais hier mes disques cette semaine, en fait, pour préparer. Puis, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, Ride the Lightning en 84, on l'a dit. Ensuite, Master of Puppets en 85. Là, ils partent en tournée. Là, c'est de plus en plus gros. À chaque album, ça grossit en popularité. Puis, durant la tournée européenne de Master of Puppets, ils sont en Suède à ce moment-là. Puis, il y a un accident avec le tour bus, l'autobus de tournée. Puis, le bassiste Cliff Burton décède à ce moment-là. Grosse histoire, naturellement, pour un band. Là, c'est assez tragique. Ils ont décidé, avec l'accord aussi de la famille de Cliff Burton, ils ont décidé de continuer. Puis, c'est ça, ils ont continué la tournée, premièrement, et ensuite, sont rentrés en studio. Ils ont fait des auditions pour remplacer Cliff. C'est Jason Newsted, finalement, qui a eu la job. Qui n'a arraché un peu, d'ailleurs. Il a souvent dit que ça a été bien. Plus jeune, puis les trois autres n'ont pas été nécessairement super fins avec lui. C'est ça, exact. Il en a parlé plus tard, effectivement. J'ai lu ça aussi. Puis d'ailleurs, moi, c'est ça, en 88, là, suite à tout ça, l'album And Justice for All est sorti. Moi, c'est mon album pas mal favori de Metallica. Moi, en fait, c'est là... Je connaissais ça avant, comme je disais, je l'ai dit tantôt, j'étais dans ces années-là, moi, 85, 86, j'étais dans un trip gros rock progressif et tout ça. Puis, j'avais des amis qui écoutaient du heavy metal. Puis, je me souviens, notre ami à la Maison des Jeunes, Luc Boucher, arrive avec le Master of Puppets. On avait écouté ça. Oui, tu sais, je peux pas dire que j'aimais pas ça, mais... Je sais pas, à cet âge-là, j'étais comme un peu borné. Fait que là, j'étais dans mon Genesis, dans mon Yes. Puis, mais par contre, je dois dire, quand Justice est arrivé, là, j'ai succombé solide. Puis, mais ce que j'allais dire en lien avec Jason Newsted, c'est que tu l'entends pas, la bass sur Justice for All. C'est hallucinant comment ce son-là. Ils l'ont vraiment mis... c'est ça. C'est entre autres ça qu'ils ont fait. C'est clairement voulu, là. Mais oui. Parce que Cliff Burton, c'était... C'est l'album probablement qu'eux-mêmes ont produit, Justice for All. D'ailleurs, t'entends la caisse claire de Lars Ulrich sur cet album-là. Elle est vraiment différente, un son très, très différent. Mais enfin, bref, n'empêche que... Savais-tu, excuse-moi, je te coupe, apparemment que... Je l'ai pas entendu le confirmer, là, mais apparemment que la chanson de Megadeth, In My Darkest Hour, qui est une chanson de 88... est lié à la mort de Cliff Burton, qui a beaucoup affecté Dave Mustaine parce qu'il avait quand même connu. J'imagine. Oui, ces gars-là se connaissaient. Fait que, il y a comme, il y a des liens quand même qui restent tout le temps. Tout à fait. Je pense à ça pendant que tu parlais de Cliff, puis j'étais comme... C'est une belle anecdote parce que toi, tu connais très bien Megadeth. Tu vois, moi, je connais pas cette chanson-là, mais ça ferait totalement du sens qu'il ait écrit une tune pour souligner ça. Puis il y a beaucoup de chansons de Dave qui ont des liens. Tu sais, quand on disait, il a jamais décroché vraiment, là, il en a toujours voulu. J'ai une autre anecdote. Au début, il y a eu Kill 'Em All qui est sorti. Ensuite, Ride the Lightning, je me souviens d'avoir lu à un moment donné que Dave Mustaine a dit, moi j'ai écrit... Ils m'ont crédité sur 2 chansons. Il est crédité sur Hit the Light, la première de Ride the Lightning, puis sur Call of Cthulhu, qui est la dernière. Lui, il a dit, Dave Mustaine, à l'époque, il aurait dû me créditer sur plusieurs autres chansons. Ce à quoi James Hetfield, il a dit, il a même écrit notre prochain disque, mais on ne le créditera pas pour ça. C'est ça, c'était la guerre. Là, mais tu sais, quand ils ont fait le Big Four, là, la tournée, t'imagines à quel point... rendu là, j'imagine qu'il avait décroché. Je sais pas. Je te dis, je suis pas sûre parce que
C'est en 2004 sur The System Has Failed qu'il y a une chanson qui s'appelle Something That I'm Not que Dave a écrite pour Lars. En parlant de Lars, puis c'est pas super fin. Non, c'est comme toi, tu poignardes le monde dans le dos, puis moi, je suis pas de même, puis je voudrais jamais être comme toi, puis le monde du métal rit de toi, puis tu sais, c'est un peu ça qu'il dit dans la tune. Fait que, tu sais, moi, je te dirais qu'il y en a... Ça fait peut-être... Il devait pas être dans la même loge, ouais, tu sais, je pense qu'il se forçait, tu sais. Puis j'ai vu une vidéo où je pense que c'est James qui raconte, ou Lars, là, je sais plus, qui raconte que ses enfants trippent sur Megadeth. Ah bon? Qui est comme un peu déçu, tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a tout le temps eu... Puis tu sais, dans Some Kind of Monster... Je sais pas si t'as vu le documentaire Some Kind of Monster. Ben, on le voit, là, il y a comme une discussion où tu vois que Dave, il est... Tu sais, puis Some Kind of Monster, c'est quoi? C'était en 2000... C'est après Reload, donc 2005 peut-être? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça, j'aurais dit 2005. Puis, tu sais, on s'entend, là, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 20 ans là, qu'il n'est plus là, Dave. Ouais. Puis tu vois là, qu'il est... Dave Mustaine, il en parle avec Lars, puis tu vois qu'il est comme... Là, il est fru parce que James n'est pas là, parce qu'il était parti en réhabilitation, là, c'est ça. Ouais. Puis on sent toute la tristesse puis la colère qu'il y a, puis t'as envie de dire « Hey! Décroche, là, ça fait longtemps. » T'es millionnaire. Tu sais, c'est ça, t'as réussi, t'as comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis tout le monde a l'air de se dire ça, mais... Fait que c'est pour ça, fort, moi, j'ai... les relations humaines, ben, c'est fou. C'est très, très fort. Pas longtemps après, on fait la tournée. C'est sûr que ça devait être particulier. Mais en tout cas, excuse-moi, Non, mais au contraire, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, moi, je suis convaincu que durant cette tournée-là, les loges devaient être à l'opposé l'une de l'autre, puis ces gars-là ne devaient pas se croiser, certainement pas. Ils devaient se croiser quand il y avait une caméra, puis il fallait que ça paraisse bien. Là, j'ai vu des entrevues où ils étaient pas loin l'un de l'autre. C'était correct, mais après que la caméra était fermée. C'est ça, tu sais. La petite rancune, elle va être là probablement tout le temps, tu sais. Fait que, en tout cas, excuse-moi, je te Non, c'est correct, mais c'est ça, je reviens sur Injustice for All, qui est sorti en 88, puis moi, en 89, je les ai vus au Forum de Montréal. Oh, wow. C'était là, le show le plus heavy de ma vie, là, écoute, c'était quelque chose. D'ailleurs, le band qui ouvrait, c'était Queensryche, un band que j'aime beaucoup. Mais écoute, Metallica, là, fort là, au Forum, je suis sorti de là avec des acouphènes. Là, c'est sûr. C'était fort, là, c'était incroyable. Le show était absolument, la mise en scène était vraiment le fun. Là. C'était la pochette du disque, la statue de la liberté, finalement. La justice. La statue de la justice. De la justice, que je voulais dire, dans le fond. Voilà. Enfin, bref, qui se démontait pendant le show. En tout cas, vraiment un spectacle. Un de mes bons, dans mon top 5 de mes spectacles à vie. Là, Puis quand j'allais voir ça, je n'étais pas dans une grosse passe heavy metal, mais là, c'est ça. Vraiment, vraiment intéressant. Après ça, ben, ils ont sorti l'immense album éponyme, Metallica, que tout le monde appelle l'album noir. Le Black Album, oui. Avec Bob Rock qui a produit ça. Et là, ça les a mis totalement sur la map. Là. C'est vraiment un band. D'ailleurs, c'est une chose que je voulais dire. Dans le fond, sur Injustice for All, il y avait, tu sais, comment eux autres, ils étaient en réaction aussi au glam rock puis au air guitar rock. Ils voulaient pas... ressembler à des Bon Jovi de ce monde et tout ça. Et il n'avait jamais fait de vidéoclip. Hein? Puis pour tous les 3 premiers albums. Et sur Injustice for All, on a décidé de faire le clip pour la tune One. Grande chanson d'ailleurs. Et méchant bon vidéoclip qui avait gagné d'ailleurs un prix cette année-là au Grammy Award. C'est le vidéoclip de... Avec le film Johnny va en guerre. C'est ça, exactement. Et moi, ce film-là m'a tellement marqué. C'est quelque chose, là. Ah, oh, mon Dieu Seigneur. La vidéo, dans le fond, la toune, elle dure, je dirais, peut-être 6-7 minutes. Elle est quand même assez longue, cette chanson-là de Metallica. Mais la vidéoclip dure à peu près 11 minutes parce qu'ils ont intercalé beaucoup de passes du film dedans, c'est ça. Qui rend la toune absolument là, hallucinante. Là. Puis on voit les gars, au travers les extraits du film, on voit les gars dans une espèce d'usine désaffectée, là, un entrepôt. Tes voix live sont regroupées autour du drummer, les 3 musiciens autour du drummer. Moi, en tout cas, ça m'avait marqué. Là, vidéo. C'est un clip qui... Quelqu'un qui n'a pas vu ça, là, allez sur YouTube. Mon Dieu, oui. Allez écouter ça. Puis allez voir le film aussi, d'ailleurs, qui est quand même... qui est rapidement, que c'est quelqu'un qui a fait la guerre et qui se retrouve avec plus de bras, plus de jambes, sourd, aveugle. Et muet. Et communique avec l'infirmière qui écrit sur son torse.
c'est quand même assez... C'est quelque chose. Mais d'ailleurs, la chanson réfère à cet état-là. Oui, le exactement. gars, dans le fond, qui veut en finir, tu sais, dans le fond. Puis, ben oui, parce que ouf. c'est quelque pas chose. Joyeux, tu sais. Non, puis, pas du tout, mais, mais ça frappe, tu sais. Oui, ça frappe, c'est exact. Puis, tu sais, au début, c'est ça, Metallica, ça traitait de toutes sortes de sujets, mais rapidement, c'est un band qui, au niveau de l'écriture, surtout à partir, je dirais, surtout de Master of Puppets, où ils sont allés chercher dans des thèmes plus sérieux, plus difficiles, entre autres la drogue, la toune éponyme de Master of Puppets. Pour les gens de Chambly, moi j'appelle ça la toune du mal moral, mais bon, ça me dit rien. Ça ne dit rien à personne, sauf ceux de Chambly, là, et encore. Mais tu sais, c'est ça, qui traite de drogue, de drogue dure, d'addiction. C'est une très bonne toune. Ben oui, c'est un classique. Qui a été d'ailleurs ramené... oui, à cause de Stranger Things. Exactement, tu sais, qui est devenu numéro 1. Ça s'était comme jamais vu, là, tu sais, des années plus tard. J'ai ma fille, moi, qui est là, rendue à 12 ans et demi, mais quand ça a sorti, ça fait peut-être 1 an et demi, elle avait peut-être 11 ans. Écoute, elle écoutait Metallica. Là, je comprenais pas. Là. Comment ça t'écoutes ça, tu sais? Ça sort d'où? C'est ça, exact. Enfin, Master of Puppets, ça fait partie de son répertoire. Bref, 91, ils sortent le Black Album, on l'a dit tantôt, ça les a mis sur la map. Et là, les grosses tunes, Enter Sandman. Une tune, on va en parler tantôt des influences de toutes ces bandes-là, thrash metal, mais un des bands influents pour eux autres, c'est Black Sabbath. T'en as parlé quand ton père écoutait ça. Moi, je suis un grand fan de Black Sabbath. Puis sur le Black Album, la chanson Sad But True, pour moi, à mon avis, c'est un hommage à Black Sabbath. Ah oui? OK, j'ai juste au niveau du beat, là. C'est ma perception des choses. Ensuite, c'est ça. Après ça, ils ont pris une tournure un peu plus, moins trash, plus hard rock, hein, Load, Reload. Ce sont quand même des bons disques. Oui. Mais on n'est plus dans le thrash metal, là. Non. On est plus dans le hard rock et tout ça. Puis là, il y a eu ce que tu as nommé tantôt aussi, là, les problèmes. Tu sais, avec tout ce succès-là, parce que c'est devenu le band du heavy metal. Là. Écoute, Metallica, il n'y avait pas plus gros que ça, là. Puis, mais c'est comme devenu le band cliché de... même les débutants qui écoutent du métal vont commencer avec Metallica, parce que c'est devenu tellement accessible. Exact. Puis gros succès, beaucoup d'argent, bon. C'est ça. Puis toute la guerre qu'ils ont eue avec Napster, puis on n'embarquera pas tout là-dedans, mais ça a donné aussi les égos surdimensionnés. Puis dans Some Kind of Monster, on voit bien aussi qu'ils ont de la misère à dealer avec ça, puis ils ont eu besoin d'aide. Oui. Le Kirk Hammett qui a pas l'air de même, là, je trouve que... Moi, j'ai l'impression qu'il... Tu sais, dans Some Kind of Monster, justement, tu vois que lui... Il est plus à part. Là. Oui, comme en retrait, il s'obstine pas. On dirait qu'il c'est comme fait à l'idée que les tunes, c'est pas lui qui va les composer nécessairement. Puis, il fait ses leads, par exemple. Hein? C'est lui qui compose ses leads de guitare. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que Kirk Hammett a une formation en musique classique. Ça ne m'étonnerait pas si ça serait à vérifier. Là. Appelez-nous si vous avez la réponse. Mais écoute, c'est quand même des bons musiciens, là, les gars. Puis lui particulièrement. Là, surtout lui, je sais que moi, je joue pas de musique, là, mais je sais que Lars, c'est pas vu comme un bon drummer. Exact. Jean-Maurice, qui est au bord de la fenêtre ici, il doit avoir un sourire en coin. Je le vois pas, là, mais Lars, au niveau du drum, c'est pas son, c'est pas son préféré. Mais je peux peut-être me dire sa réaction si je dis que Kirk Hammett, comme guitariste, c'est quand même pas piqué des verres. Il dit oui, il fait un thumbs up. Il est d'accord. James Hetfield n'est pas... en fait, c'est quand même... du talent aussi pour la composition. Puis leur nouveau bassiste, là, leur nouveau, puis nouveau. Parce là, que Jason est parti à un moment donné. Oui, c'est ça, exactement. Robert Trujillo. Oui, qui était avec Ozzy, si je ne me trompe pas. Oui. Suicidal Tendencies aussi. C'est ça, exact. Mais mon chum, il joue de la bass, puis il dit que il y a vraiment un style à lui qui fait en sorte que c'est un bon bassiste. Je pense que c'est juste Lars, dans le fond, que le monde n'aime pas. Lars qui est le fondateur. Il faut quand même lui donner ça. Oui, c'est le fondateur du band, mais effectivement, on doit reconnaître que c'est ça. Puis c'est pas le plus... Ça doit pas être le plus agréable à côtoyer non plus. Moi, je pense que c'est ça. C'est lui le plus gros égos. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais bref, tout ça pour dire que... Robert Trujillo, que tu parlais, moi, je l'ai vu en tournée avec Ozzy, là, avant que je perde la vue. Puis tout ça. Je suis pas retourné voir Metallica, moi, dans les dernières années, depuis longtemps, d'ailleurs. Là, j'avais vu la tournée, comme j'ai dit tantôt, Justice for All. J'ai vu la tournée du Black Album. Mais après ça... T'as pas vu le show avec Guns au stade? Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Une chance, dans le fond, j'aurais regretté. Ouais,
ça devait être quelque chose, ça. Là, déception du fait de ce qui est arrivé. Mais juste assister genre aux émeutes puis tout, ça devait pas être super agréable. Non, moi, j'aime pas ce genre d'atmosphère-là du tout en partant. Je fuis ça, mais aussi de... Tu sais, dans le fond, ceux qui ne savent pas, c'était en 94. Ouais. Les deux gros bands, il y en avait 3. Là, Faith No More aussi, qui était avec eux autres. Mais quand même, les deux gros bands heavy metal de l'époque étaient ensemble pour une grosse tournée, Metallica et Guns. Puis Metallica, dans le fond, il y a eu... James Hetfield a été brûlé par une pièce pyrotechnique. Il était placé à mauvaise place à ce moment-là. Il s'est ramassé à l'hôpital, brûlé au 2 ou 3e degré. Oui, ça a été gros. Puis pendant un bon bout, après, il ne pouvait plus jouer. Il y avait un guitariste qui jouait à sa place. Il a continué à chanter, mais pas au show de Montréal. Au show de Montréal, ils ont dû écourter la prestation. Puis là, Guns N' Roses, le super Axl. Moi, je m'excuse, mais Axl, j'ai aucun respect pour ce gars-là. On parle de gros égos, là. Lui, il y a quelque chose, là. Puis c'est un failé, ce mec, tant qu'à moi, là. Mais oui. Il y a plein d'anecdotes sur ce gars-là, mais bref, lui, ne voulant pas arriver d'avance, parce que là, il aurait fallu qu'il rentre d'avance, parce que le Metallica a fini beaucoup plus de bonheur que prévu. Et alors, il a étiré ça, ça. Et quand il est arrivé, je pense qu'au bout de... Je pense qu'ils n'ont même pas fait 1 heure, eux autres, puis il est parti, puis il a envoyé chier tout le monde, puis fait que là, le monde a pété des plombs. Ouais. Bref, voilà. Mais c'est ça, Metallica, belle carrière, encore aujourd'hui, il roule encore. Il y a eu aussi, fin des années 90, quand même digne de mention, là, tout le projet avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. Oui. Quand même quelque chose d'intéressant à dire. Puis, ils continuent encore. Écoute, ils viennent de sortir un album en 23, là, 72 Seasons. Ils sont revenus, dans le fond, on l'a dit tantôt, plus dans le hard rock avec Load Reload. Après ça, il y a eu Saint Anger. Ouais, que moi, j'ai pas aimé. Moi non plus. Il était plus dans le new metal à ce moment-là. Moi, non, j'ai pas Ils ont perdu bien du monde à ce moment-là, je pense, des premiers fans surtout. Exact. Là. Moi, non, vraiment. Ça m'avait déçu. Death Magnetic, pas si pire, mais pas tant. Ouais, moi, j'ai raccroché un peu là, à l'album Hardwired to Self-Destruct. Je trouvais qu'il y avait des bonnes tunes. Je trouvais qu'ils revenaient à leur racine avec cet album-là. Et là, 72 Seasons, le dernier qui est sorti là, récemment, en 2023. Là aussi, tu sais, je trouve que je retrouve le Metallica que j'aimais à l'époque. Puis, tu sais, je ne mettrais pas ça tous les jours. Je vais plutôt être content d'entendre mes vieux classiques. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a des bonnes tunes là-dessus. Là. Oui, quand même. C'est lui que j'ai vu la tournée avec Pantera, justement. Là, c'est de cet album-là. Seasons, voilà. La grosse tournée où Metallica, comme tu disais, faisait 2 shows. Avec 2 setlists différents. C'est ça, exactement. Là, puis, il y a quand même des bonnes tunes, ce disque-là. Oui. Oui. J'avais aimé aussi, il avait fait l'autre disque d'avant, Hardwired de Self-Destruct, il avait fait une prestation au Grammy Award. Il y avait des problèmes de son, là, James était en tabarouette, là, mais avec Lady Gaga, Moth into the Flame, une bonne tune d'ailleurs. Puis elle était dedans, là, Lady Gaga, mais lui, il était en tabarouette parce qu'on n'entendait pas chanter James. Puis à la fin, on le voyait, il avait pitché son micro. Oui, je me relatais ça. James, quand il n'est pas content, tassez-vous là. Oui, hein, c'est ça. Ben, ce monde-là, en général, ils sont capables. Exact. Mais bref, tout ça pour dire que tous ces groupes-là du thrash metal ont été influencés beaucoup par il y a un mouvement qui s'est appelé un peu avant eux autres, là, dans le fond, fin des années 70, début 80, la New Wave of British Heavy Metal, avec un paquet de bands qui venaient encore là d'Angleterre, dont Judas Priest, dont Venom, dont Motorhead, entre autres aussi. Mais le plus grand, celui que tous les deux on aime beaucoup, c'est Iron Maiden. Grande influence pour toutes les bands du thrash metal, mais parle-nous un peu là, de ta passion pour Iron Maiden. Mais moi, Maiden, là, c'est le band qui nous unit, mon chum et moi, le plus. Qui est vraiment un groupe. Moi, c'est Francis qui m'a. Francis étant mon chum. C'est lui qui m'a fait découvrir vraiment Iron Maiden, que j'entendais au secondaire, que j'écoutais un peu, mais c'est vraiment en sortant avec Francis que je me suis mis à accrocher autant. Les deux, on a un Eddie de tatoué sur la cheville. C'est comme. C'est vraiment notre groupe, là. Puis c'est ce qu'on a le plus vu ensemble en spectacle. Mon chum, il les a vus comme 14-15 fois. Moi, je les ai vus 10-12 fois. Tu sais, on se tanne pas. C'est tout un band. Et mon beau-frère est encore plus fan. Il est dans un groupe hommage qui s'appelle Made in Iron, qui est excellent. Fait que on est beaucoup dans Iron Maiden. Et Iron Maiden qui a quand même débuté
plutôt un peu que les autres. Oui, c'est-à-dire que les trash, là, que les bandes c'est trash. ça, exact. Même si, leur premier album est quand même sorti en 80, le groupe a été formé dans les années 76, qu'il disait, là, dans ce que j'ai lu. Mais effectivement, le premier disque en 80. En 80, qui s'appelle Iron Maiden. Puis Killers en 81, qui est les 2 albums avec le premier chanteur, qui était Paul Di'Anno, mais qui a été remplacé par Bruce Dickinson. Dès le 3e disque. Ouais, The Number of the Beast, qui est comme... Méchant disque. Ouais, moi, je les ai découverts avec ça, là. Puis, j'avais acheté d'ailleurs la pochette dessus, quelque chose. Là. Mais c'est ça, là, ces dessins-là, c'est... Ben, toi, t'as un Eddie, hein, je pense, de tatoué sur. Oui, j'ai un Eddie sur la cheville. Eddie, pour les gens, c'est juste... C'est la mascotte. C'est ça, la mascotte. Il est sur toutes les disques, toutes les pochettes, et souvent, dans la scénographie du band, live, en spectacle, il y a tout le temps un Eddie à quelque part là, qui va sortir à un moment donné, là, d'une façon ou d'une autre. Là. Ah oui, il est toujours. Eddie, il est là. Puis, fait que, non, à partir de Number of the Beast, je pense que j'ai l'impression que ça a comme encore plus. Ben, avec l'arrivée de Bruce, là, Bruce, exact. c'est phénoménal. Tu l'as dit tantôt, hein, mais méchante belle voix, puis il chante. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il chante encore comme ça. Exact, c'est fou. Puis là, sur YouTube, j'ai vu, pour ceux qui s'intéressent, là, puis c'est officiel et tout, là, il y a c'est comme une petite capsule en 2 vidéos de Bruce behind the scenes pendant un show. Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, il enfile les bouteilles d'eau, puis quand il se change, tout ça, puis il témoigne, il raconte à la caméra comme, là, je vais me changer de même pour cette tune-là, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis tu le vois aller, là, puis écoute, j'étais essoufflée de le voir aller, là, je me disais, puis il court, ça scène. Il arrête pas 2 minutes. C'est fou, là. C'est un athlète, ce gars-là. C'est fou, là, puis il est dans soixantaine. Il est rendu au moins dans soixantaine. Fait que c'est quand même impressionnant, et sa voix... Il a toujours fait ça. Mais sa voix, moi, ça me fascine à quel point il chante encore bien. Puis même à l'époque, on allait voir ces bandes-là, puis tu avais la voix sur le disque, puis au show, souvent, c'était autre chose. Ben, à part les bons, tu as nommé Dio. Il était pareil live. Mais je sais pas, je donne un exemple. Vince Neil de Motley Crue. Vince Neil live, là, oublie ça. Là, surtout aujourd'hui. Ouais, mais même à l'époque. Là, moi, je les ai vus à la fin des années 80. Là, pour vrai? C'était sur le party. Fait que, il n'y avait pas de voix là, live. Là, c'est ça. Mais ça, c'est la différence avec Iron Maiden. C'est ça, pas des gars disciplinés. Oui, qui ne consomment pas. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Je le croirais. Moi aussi, je le crois. Ils consomment pas. Ils vont pas faire la fête après le show aux autres. Là. Ils se mettent à une petite robe de chambre, puis ils rentrent, puis c'est fini. Là. Ils sont professionnels. Exactement. On est là pour donner un show. Tu as un Steve Harris qui est... Steve Harris, c'est le bassiste et c'est comme le leader d'Iron Maiden. Mais méchant bassiste. Là, le meilleur, je pense. C'est des excellents musiciens. Mon chum dirait la même chose que toi. Mais c'est des excellents musiciens, puis ils sont... C'est ça, c'est qu'ils sont disciplinés. Steve Harris, il a l'air tellement by the book, là, lui, ça a l'air, faut pas te niaiser, faut pas... Fait que, tu sais, ils sont extrêmement professionnels, puis, on en récolte les fruits parce que, encore aujourd'hui... Et ils roulent encore. Puis le show sont débiles bons. Tu me dis, toi, que le dernier disque, il est encore bon. Ça m'étonne, écoute, là, mais regarde, je te crois, là. Senjutsu, que moi, j'ai vraiment aimé. En fait, puis il y avait... en 2015, il y a The Book of Souls, que moi, ça a été un de mes tops, là, un de mes bons. Dance of Death aussi, 2004, je pense, Dance of Death. En tout cas, bref, ils sont tous... Moi, je les aime tous, là. C'est ça, là. C'est ça. Puis même les récents, tu sais, versus Megadeth, que je vais écouter juste du vieux Megadeth. Metallica aussi, j'écoute pas mal juste du vieux Metallica. Maiden, c'est du début à la fin. C'est ça. Tu sais, que ils ont pas... Moi, autant des fois, je vais leur reprocher en show, je trouve que Maiden, oui, c'est toujours bon, mais c'est toujours la même chose. Ils ont des chorégraphies. Pas le même setlist nécessairement. Il y a beaucoup de tunes qui reviennent, mais c'est-à-dire que, mettons, là, The Trooper. Ils vont se placer pareil. Exactement. Bruce va aller chercher son drapeau, promène avec son drapeau, il a sa petite veste de militaire. C'est toujours. Puis t'as Yannick Gears qui lance sa guitare, qui reprend sa guitare, Steve Harris qui se tient d'une façon avec sa baisse. C'est tellement chorégraphié pareil. C'est vrai. Que des fois, je suis comme. J'ai accroché le micro, excusez. C'est tellement chorégraphié pareil. C'est que c'est chorégraphié tout le temps de la même façon. Mais c'est comme si eux... Steve Harris, je vais dire, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est tout, mais qui fait comme, ça marche, c'est une formule gagnante, on touche pas à ça, nos fans ne seront pas déçus. Exact. Et c'est vrai, on n'est pas déçus. Mais bon, des fois, moi, je fais comme, tu sais, change un peu, là. Mais c'est quand même... le drapeau, ce coup-là. C'est ça, tu sais. Mais c'est sûr que visuellement, tu sais, c'est le fun parce que, ils ont des backdrops, tu sais, des images différentes et tout, mais reste que... C'est tout ça pour dire que c'est pas étonnant que leurs albums soient aussi bons parce que, oui, il y a une évolution au niveau musical, mais
c'est une formule gagnante qui reste. Tout à fait. Et qui se ressemble. Puis même les textes, tu sais, ça se ressemble. Fait que c'est sûr que si t'aimes le vieux Maiden, tu risques d'aimer aussi le plus récent, tu sais, à mon avis. Ah ouais. Fait que pour moi, Iron Maiden, c'est comme le band qui a le plus d'albums que j'aime, tu sais. Moi, ben c'est ça. Moi, j'ai décroché à un moment donné, là, mais moi, on l'a dit tantôt, 83 Number of the Beast, 84 Peace of Mind, qui est très bon aussi. Tu as nommé The Trooper tantôt, il est là-dessus. Oui. 85, je pense, Power Slave. Oui. Grand disque aussi que j'ai beaucoup aimé. Puis moi, à l'époque, là, j'ai 85, moi j'ai 14 ans, là, puis on commence à aller voir des shows à cette époque-là au Forum. J'ai mon grand chum, cousin Luc, qui a vu la tournée Power Slave, puis qui me dit « T'as manqué le show, mon gars, là, tu vas leur regretter toute ta vie. » Mais écoute, je pense que c'est 20 ans plus tard, ils ont refait la tournée Power Slave, ils sont venus au parc Jean-Drapeau, t'étais là toi aussi, j'ai su, on s'en est parlé. Puis là, je suis allé, là, je voyais encore, je pense en 2008, moi j'ai perdu la vie en 2009, là, mais j'étais allé avec Luc justement. Écoute, le setup, là, c'était dehors, là, grand déploiement au parc Jean-Drapeau, là, mais le stage de fou là, pour Power Slave. Power Slave, tu sais, c'est lié à l'Égypte, l'Égypte ancienne, là, tout le visuel puis tout ça. Là, puis... Bruce, d'ailleurs, tout le temps comme un masque là, pendant qu'il chante la chanson Power Slave. Exact. Ce show-là, moi, petite anecdote, là, qui est semi-pertinente, mais je vais te la conter pareil. Mon chum et moi, on part, tu sais, nous autres, on habite à l'Assomption, sur la Rive-Nord. On se dit, hey, on y va en métro, on se fera pas chier à se parquer au parc Jean-Drapeau, c'est un peu compliqué. Non, mais ça. Fait qu'on se rend sur la ligne verte, on se stationne, on part en métro. Rendu à la station du parc Jean-Drapeau, je réalise que j'ai pas mon billet, je l'ai oublié à la maison. Ah non. C'était pas des billets électroniques, non, là. Ça. Fait que là, je fais comme... Merde. Et là, mon chum, beaucoup trop fan, qui fait comme... Ben là, Audrey, c'est ton problème, va le rechercher, moi, je te suis pas. Fait que là, moi, je capote, je suis comme, oh non, fait que je repars toute seule chercher mon billet à l'Assomption. J'ai tout manqué la première partie, que j'ai aucune idée, je me souviens plus c'était quoi. Non plus. Mon chum, lui, est parti tout seul. Et là, mais tu sais, on s'entend par Jean-Drapeau, là, c'est pas des places assises. Non, c'est... Fait que je le sais que je le retrouverai pas, mais que je revienne, c'est terminé, on verra pas le show ensemble. Fait que je pars chez nous, je vais chercher mon billet, je reviens. Ben finalement, j'ai été quand même chanceuse, j'étais toute seule. Fait que j'ai réussi à me faufiler en avant. Puis je me suis retrouvée... J'étais arrivée comme à la deuxième tourne du show, mettons. Puis je me suis retrouvée toute seule, en avant, collée sur l'espèce de colonne de son là, que Bruce se tenait vraiment là. Puis j'étais comme... Puis après, j'ai dit à mon chum, il dit, ben, t'as pas voulu me suivre? Moi, j'ai eu une meilleure place que toi. Puis c'était comme parfait, mais ça, ce show-là, à chaque fois qu'on en reparle, je dis à mon chum, c'est le show que tu m'as abandonné. Puis il est comme, ben, t'as tout pas oublié ton billet. Mais oui, c'était un très bon show. Anecdote. Ah, ça valait la peine. Ouais, OK, bon. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, Iron Maiden, grand groupe, on l'a dit. Puis, si on revient plus loin en arrière, toutes ces bandes-là du heavy metal vont toutes dire que les parrains du heavy metal, ben, c'est... Moi, je les appelle les trois piliers du hard rock, qui sont devenus le heavy metal. C'est Led Zeppelin, c'est Black Sabbath, puis c'est Deep Purple. Ben, toutes ces bandes-là vont toutes le dire. Ben oui, ils nomment tout le temps. Tantôt aussi, j'en parlais avec Jean-Maurice. Tin Lizzy aussi, qui est un band important. Puis, on peut parler de Cream, on peut parler de Jimmy. Il y en a tout fait. Même les Beatles, t'écoutes la tune Helter Skelter, c'est quasiment du heavy metal, là, mais bon, quand même. On va rester dans les normes, là, mais c'est ça. Fait que Black Sabbath, grand band. Tu as parlé de Dio tantôt. Moi, c'est sûr que Black Sabbath, je les ai connus là, avec Ozzy. Hein, ils ont commencé en 1970. Ben oui, ils ont commencé avec Ozzy. Ils sont revenus aussi avec Ozzy. Exact. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward et Ozzy Osbourne. Puis... on a fait plusieurs albums ensemble. À la fin des années 70, Ozzy a décidé de quitter avec la fille du gérant. Le gérant de Black Sabbath, c'était son père à Sharon, qui est devenu Sharon Osbourne, qu'on connaît tous aujourd'hui parce qu'ils ont fait des émissions ensemble. Ça. Puis là, c'est ça, mais c'est Ron James Dio qui a remplacé Ozzy à ce moment-là. Il a fait 2 grands disques avec Black Sabbath, Heaven and Hell puis Marlboro. Mais avant ça, il était dans Rainbow. Ouais, il était avec Richie Blackmore. Beaucoup. Richie Blackmore qui était le guitariste de Deep Purple. Tout ça, c'est relié. Il y a toujours des liens, c'est ça. Tout le temps. Mais Ronnie James Dio, ce n'est un qui a eu jusqu'à la fin une voix phénoménale. Tu sais, parce qu'il est décédé. Là. Puis, ce n'est un, je trouve. Moi, je l'avais vu. Moi, j'avais vu un show en 2003, si je me trompe pas. C'était Iron Maiden. Et les premières parties, c'était Motorhead et Dio. Wow. C'était tellement... C'est dans mon top 3 des meilleurs shows que j'ai vus. Effectivement. Et j'étais impressionnée. Dio,
était quand même vraiment vieux, même en 2003. Oui, mais il avait encore sa voix. Comme Dickinson, hein? C'était fou. Exactement. Fait que, puis lui aussi, il faisait attention à sa santé. C'est de oui, valeur qu'il soit décédé. Là. Mais moi, je l'ai vu. Un des derniers shows qu'il a fait, Dio, je pense, encore là, je voyais encore, mettons 2007-2008 à peu près, là, ça serait à vérifier. Et on refait une tournée Black Sabbath avec Dio. Oui. Et il ne pouvait pas s'appeler Black Sabbath. Ozzy s'était opposé. Fait qu'il s'appelait Heaven and Hell. Ouais. J'étais là. T'étais là, toi aussi, au Centre Bell? C'était écœurant, ce show-là. Là. Puis il est décédé, je pense, 1 an après ça, Ron James Dio. Ouais, ça ferait du sens pas longtemps après. Ouais. Puis ce soir-là, en tout cas, moi, la voix, là, pareil. Là, il chantait ses tunes. C'est ça qui est fou. Puis il avait genre 75 ans. Là. Il était vieux. Là, lui, il était plus vieux que les autres. Oui, exact. Pas quel âge qu'il avait, mais oui, tout à fait. Puis, impressionnant. Et c'est lui qui a inventé... Le fameux signe, là, oui, des doigts. Ça, les Devil Horns. Oui, tout à fait, avec les 2 doigts. Là. Fait que c'est quand même un pionnier, tu sais, je pense... Puis Dio, c'est bon. Sa famille venait de l'Italie, puis de cette histoire-là, c'était sa grand-mère qui faisait ça pour chasser le mauvais sort. Elle faisait une drôle de face de vieille escogriffe, là, puis elle mettait ses doigts comme ça, puis lui, il a poigné ça d'elle. Fait que ça vient de lui, tout le monde fait ça aujourd'hui. Il y a même des émojis de ça. Là. Oui, c'est ça. J'ai tout perdu ça, là, je ne vois plus rien, là, mais je lis. En tout cas, bref, c'est ça, effectivement. Digne de mention, ça vient de Ron James Dio. Fait que tu sais, lui, c'est comme, c'est ça. Je considère que c'est quand même des pionniers qui a eu beaucoup d'influence. Tu sais, peut-être moins connu que Sabbath, puis Led Zepp et compagnie, mais tu sais, quand même, qui était là, qui est là depuis. Mais il y a eu, tu sais, son premier disque, là, en 81, je pense, Holy Diver, 82. 82, Holy Diver, je pense. Ouais, 83. 83, tu vois, dans ces années-là. Avec Dio. Il a quand même sorti, et puis après ça, bon, il y a eu Sacred Heart aussi, pas longtemps après. Il y a quand même eu du gros succès. Là, oui, puis Holy Diver, c'est vraiment bon. Là. Ça, moi, c'est un album coup de cœur pour moi, là, qui est très fort. Excellent, là. Fait que... Non, ça a bien... Pour moi, c'est ça, Dio. C'est pas Black Sabbath. Pour moi, Black Sabbath, c'est Ozzy. Je veux dire, c'est Dio, c'est Holy Diver. Moi, c'est le même que je le vois, là. C'est sûr. Mais, pour moi, Heaven and Hell et Mob Rules, les 2 disques de Sabbath avec Dio, c'est bon. 2 grands disques, là, vraiment. Là. L'autre, après, Dio est parti. Puis là, c'est Ian Gillan, l'ancien de Deep Purple, qui est venu chanter avec Sabbath. C'était Born Again. Un petit peu moins bon, mais quand même des grosses tunes là-dessus. Puis après ça, lui, il est retourné avec Deep Purple. Deep Purple qui ont annoncé qu'ils viennent l'été 2024, reviennent au Centre Bell. Deep Purple avec Ian Gillan, mais pas Richie Blackmore, en fait. Puis watch out le prix des billets. Je sais pas si c'est sorti, moi, je vois pas. Là, mon chum m'a dit, tu quoi hier? J'étais comme... Ce qui est spécial, c'est rendu tellement cher. C'est fou. Là. Puis c'est Yes qui est avec eux autres. Puis Yes sans John Anderson, sans Chris Squire. Oui, OK, ça, je savais pas. Je sais pas. Moi, ça m'attire pas. Ça va coûter très, très cher. Non, moi, si il va, tu m'en parleras. Ça va me faire plaisir. Ouais, je te le dirai. Mais je pense pas. C'est trop cher pour pas quelque chose que je paierais aussi cher à voir, mettons. Je suis pas assez fan. Mais Deep Purple, si je vais juste revenir un petit peu sur les autres, ils ont commencé aussi en début des années 70, justement avec Ian Gillan, Richie Blackmore à la guitare, John Lord au synthé. Dans le fond, c'est un band aussi qui empruntait des sonorités classiques, surtout avec le clavier. Là. À l'époque, on en a déjà parlé dans un autre épisode. Là. Mais c'était ça le son de Deep Purple. Mais ce que j'ai aimé beaucoup dans les années 80, quand ils ont revenu Deep Purple avec Perfect Stranger, là. C'était quand même là, ça puis Knocking at Your Back Door. Ces 2 tunes-là, c'était 2 grandes tunes là, pour un retour de cette band-là. Le reste de l'album était moins bon, mais ces 2 tunes-là, wow. Enfin, ça fait le tour, je pense, là, pour notre épisode. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Ben merci, je suis contente d'avoir été là. Puis moi, jaser de musique, jaser de métal. N'importe quand. C'est tout le fun. Ben écoute, on pourra remettre ça à un moment donné. C'était d'autres bands qu'on n'a pas touché aujourd'hui. Là, ça me fera plaisir, mais pour celui-là d'aujourd'hui, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. À la prochaine.